Alors voilà. Ah, salut John, tu tombes mal là. C'est toute l'histoire de ma vie. J'avoue. Du coup, t'as pas appelé pour Die Hard 3. T'avais confiance ou t'es plus inquiet sur ce que je vais dire sur le 4? Tu veux jouer au Nintendo avec moi? Tu sais jouer en ligne, toi? Espèce d'enfoiré. Oh, ça va, et tout le monde sait que tu viens d'apprendre à envoyer un mail en 2022. Et donc toi, t'as une Switch, c'est ça? Ou alors c'est peut-être plutôt ta petite fille, non, c'est ça? Quel âge elle a déjà? Elle a 13 ans. Et si je te vois lui tourner autour, je t'enfonce un parapluie dans le cul. Très drôle, très profond. Bon, tu sais, Die Hard 4, c'est pas un film qui est aussi terrible que la plupart des gens le disent, hein. Ça m'intéresse. Tu peux, hein, je vais pas trop le pourrir ton film, il y a des trucs qui vont pas, mais je t'aurais plutôt conseillé à l'époque que tu m'avais demandé de pas faire le 5e. J'ai fait ce qui était nécessaire et je n'entends pas m'excuser de mes actes. Ah, je voulais pas t'énerver, John, ça va. Je suis pas énervé. On discute, Ok. c'est tout. Bon, écoute, je te laisse, t'as encore 2 semaines de tranquillité avant que je m'attaque au 5e film. Là, je pense que ce jour-là, tes oreilles vont siffler, mais bon, bah d'ici là, un coup, profite bien. Ciao. Allez, salut. Russo, check in. Hold on a minute. Looks like he's coming around. You see that? Yes, I thought I did it. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV pour cette 4e vidéo consacrée à la saga Die Hard. Je vous invite, dans le cas où vous n'auriez pas vu les vidéos sur Die Hard 1, Die Hard 2 et Die Hard 3, à commencer par là et à revenir sur cette vidéo. Ensuite, aujourd'hui, place à Die Hard 4, alias Retour en Enfer, alias Live Free or Die Hard, c'est-à-dire vivre libre ou mourir, titre qui au final n'a aucun rapport. Die Hard 4.0, titre dans certains pays était bien mieux, et plus dans le sujet du film, mais passons, ça n'est pas le seul problème. Avant de commencer, pensez à vous abonner si la vidéo vous plaît à la fin, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la liker, à mettre un commentaire juste pour dire merci ou bonjour, afin d'aider la chaîne à se faire connaître. Merci beaucoup. Nous sommes partis pour Die Hard 4.0. Après le succès mondial de Die Hard 3, sorti dans un contexte particulier d'attentats sanglants et aux États-Unis et en France, une suite a cependant été envisagée assez rapidement dès la fin des années 90. Sous le titre provisoire Man of War, John McClane se retrouvant alors embarqué dans la jungle amazonienne avec des collègues policiers et des soldats. Mais l'idée fut abandonnée lors de l'avènement du projet d'Antoine Fuqua, Les Larmes du Soleil, dans lequel Bruce Willis est un militaire au Nigeria, un film au succès très modeste, voire un échec autant public que critique. Un autre scénario basé sur des attaques cyber-terroristes cette fois-ci, aux États-Unis est en cours d'écriture au début des années 2000. Mais les attentats du 11 septembre va imposer une pause à ce projet, le contexte étant encore une fois des plus compliqués pour un film parlant de la prise d'otage de tout un pays par des terroristes. Et on peut les comprendre. C'est en 2005 que Bruce Willis en personne annoncera finalement que le titre sera Die Hard 4.0 avant d'être rebaptisé Die Hard Reset, un titre qui a beaucoup de sens quand on connaît le scénario final. Cependant, la 20th Century Fox annonce finalement que le titre sera Live Free or Die Hard, le titre restant cependant Die Hard 4.0 dans la plupart des pays en dehors des États-Unis. Le réalisateur français Florent Emilio Siri, avec lequel Bruce Willis a tourné Otage, est un temps pressenti pour la réalisation. Bien qu'impliqué depuis le début du projet, Bruce Willis a été convaincu après le choix de Len Wiseman à la réalisation en voyant le thriller Underworld 2 Evolution. Le jeune réalisateur, fan du tout premier Die Hard, va traiter le film comme un vrai fan, partagé entre la volonté de moderniser la saga et de lui rendre un réel hommage. Car Die Hard 1 a créé son propre genre, à savoir un film d'action avec un personnage attachant et une part d'humanité. Et chacun des 3 premiers ont ses qualités. Le premier Die Hard est également l'un des tout premiers films d'action où le public a pris en sympathie le méchant du film, impeccablement interprété par Alan Rickman. C'est sur ces bases que Len Wiseman souhaite amener notre héros dans un monde qui n'est plus le monde de John Wayne et des méchants, mais dans lequel John McClane est un cow-boy des temps modernes ou un héros analogique dans un monde entièrement numérique. I'm doing America a favor. Is the country willing to pay for it? FAA just issued a critical alert.
The entire network went down. Transportation system's crashing and they just hit the entire financial sector. You have no idea who you're dealing with. L'écriture, plutôt intelligente de Die Hard 4, va s'approprier la règle des deux premiers Die Hard, qui a été cassée dans le troisième film, à savoir celui qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Après un troisième film légèrement différent, la formule est cette fois complétée, devenant ainsi celui qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, mais qui était aussi le pire pour redresser la situation. Are you done? No, not quite. Not exactly checking my email here, you know. Une sorte d'erreur de casting, car McClane ne sait même pas envoyer un mail. Malgré tout, on ne change pas l'esprit fondamental de Die Hard, faire en sorte que McClane ne souhaite pas être là, jouant le rôle du héros qu'il ne veut pourtant pas être. That's gonna wake the neighbors. Et toutes ces belles promesses et ces belles intentions font que le film démarre à mon sens plutôt très bien, jusqu'à un certain point. J'y reviendrai un moment dans la partie critique de la vidéo. Comme le veut la règle, on change d'échelle dans ce Die Hard, l'action s'étendant sur tout un pays, ou plus exactement sur 2 États, ce qui rend la construction du film bien plus difficile. Mais au-delà d'un univers étendu, les situations se veulent toujours aussi oppressantes. En témoigne par exemple la plutôt bonne scène dans la cage d'ascenseur dans le film. Et c'est peut-être à partir de là que le film commence vraiment à sombrer, voire peut-être même un peu avant, mais on y arrive dans la partie critique. Déjà, de quoi parle Die Hard 4 pour ceux qui ne l'auraient jamais vu? Des hackers s'attaquent aux différentes infrastructures des États-Unis dans le but d'entamer une liquidation des biens américains. L'attaque débute par la coupure des communications et le piratage du système informatique du FBI. Les cybercriminels s'en prennent ensuite au marché boursier, et pour finir, ils sabotent les installations électriques et de gaz. Leur plan va être chamboulé par l'intervention impromptue du lieutenant John McClane, accompagné par Matt Farrell, un jeune hacker qu'il était pourtant chargé d'arrêter. Et, gros point fort du film, j'aime beaucoup ce duo, car pour la première fois, les deux ont besoin l'un de l'autre. L'un pour avancer, car seul il n'y arriverait absolument pas, car il n'y connaît rien, et l'autre pour survivre dans un premier temps, puis va vouloir aussi réparer ses conneries, puis va s'attacher progressivement au personnage de John McClane. Le développement psychologique du personnage de Matthew Farrell est pour le coup nickel, et pour moi le plus gros point fort du film. En ce qui concerne le méchant, c'est plus compliqué, car la volonté était d'en faire un méchant pas si méchant en hommage à Die Hard 1. Et là-dessus, je pense que c'est complètement raté. Et pour cette raison, l'adversaire du film sera pour la première fois plus jeune que John McClane. Thomas Gabriel, joué par Timothy Olyphant, sera en effet quelqu'un qui était du bon côté au départ, mettant en garde son propre pays sur la vulnérabilité de son système informatique, et qui a dérapé du mauvais côté à force de vouloir avoir raison. Ça aurait selon moi mérité un peu plus de temps sur sa relation avec Mai, plus de temps à accorder à son idéologie et à ses croyances, alors que finalement, il ne veut qu'aspirer tout le pognon du pays. Bref, ça tombe à plat de ce côté-là, on en reparle dans une minute, dans la partie critique. Mais globalement, s'il y avait un constat implacable à faire avec ce film, c'est que ce dernier va beaucoup s'inspirer du travail et de l'ambiance de la série 24 heures chrono, avec Kiefer Sutherland et son personnage de Jack Bauer, qui a redéfini les standards des films d'action ou des séries d'action des années 2000 à 2010, à savoir une ambiance plus bétonnée, plus grise, plus sombre et très résolument connectée, avec plein de gens qui tapent sur des claviers, qui se connectent à tous les services en 2 secondes, bref, vous voyez le genre. Niveau réalisation, Len Wiseman, le réalisateur, tient à faire des prises réelles le plus possible, afin de rester dans la tradition des Die Hard. Par exemple, la scène dans le tunnel, sans doute la meilleure du film, va vraiment projeter une voiture sur 2 autres voitures. Voiture qui sera ensuite reprojetée par un camion, mais on a juste inséré Bruce Willis et Justin Long dans l'image, car c'était évidemment bien trop dangereux pour eux. Comme pour la voiture sur l'hélico, ils ont vraiment projeté une vraie voiture sur un véritable hélicoptère qui était suspendu par des câbles. Mais à cause de ces câbles, il était impossible d'installer des pales sur l'hélicoptère. Ces pales ont donc été rajoutées en post-production. Un mélange de vrai et de faux qui, à certains moments, passe très bien et à d'autres moments, beaucoup moins. Mais jusque-là, les scènes d'action du film qui sont forcément attendues dans un Die Hard sont plus qu'impressionnantes, et même plus que dans les 3 autres, ce qui est normal pour une suite. Mais encore une fois, à un moment donné, ça va aller légèrement trop loin.
voire beaucoup trop loin, surtout avec la fameuse séquence du camion attaqué par l'avion. On en parle tout de suite car la partie critique commence maintenant. Die Hard 4, je l'ai vu au cinéma, donc forcément, premier Die Hard au cinéma, ça marque un peu. Et je sais, ça doit jouer dans ma critique, car il y a toujours une part de nostalgie lorsque l'on parle d'un film qu'on a découvert il y a un certain nombre d'années, dans un contexte particulier. Mais globalement, j'ai une bonne estime de ce quatrième film, une estime plus élevée que la plupart des gens qui pensent que ce quatrième Die Hard n'est pas bon et indigne des trois autres. Ce n'est pas mon avis. Prenons le film point par point. Je trouve que le film démarre très bien. Le générique commence, mais il se passe déjà quelque chose. Les hackers envoient leur code, ils sont payés, puis disparaissent, tout ça presque sans aucun dialogue, c'est relativement très bien fait. McClane est parfaitement introduit dans l'histoire, il est dans une soirée privée en fin de journée de boulot, on lui demande d'escorter quelqu'un, une mission de routine, qui part complètement en vrille, mais très professionnel et chevronné, il survit, lui et son prisonnier, et c'est le seul dans ce cas-là car tous les autres hackers sont morts, ce qui agace nos terroristes, qui pour l'instant ne comprennent absolument pas pourquoi cette résistance. Et franchement, l'assaut de l'appart est top, la scène dans la rue avec le mec hyper souple en mode Yamakasi est excellente. Scène tournée en une seule prise au passage, et les différentes étapes de la liquidation sont bonnes. Évacuation de la Maison Blanche par des alarmes, les feux qui se détraquent, avec l'accident de voiture de McClane et de Farrell qui se prenaient la tête sur leurs goûts musicaux et sur les informations télé soi-disant tronquées, c'est tout simplement excellent. Il y a un passage pré-apocalypse, avec des gens dans la rue qui ont peur, et qui ne comprennent absolument pas ce qui leur arrive. Le message télévisuel enfonce le clou avec les différents présidents, et c'est super prometteur. Electrical power. Critical utilities. Their fate now rests in our hands. McClane doit amener Farrell au FBI, il le fait, qu'ils n'ont pas le temps de l'interroger tout de suite. McClane escorte alors Farrell ailleurs, il accepte à nouveau, c'est logique, il veut faire son boulot jusqu'au bout. Mais ils se font à nouveau attaquer par les terroristes, car repérés par l'appel radio, on voit alors la puissance des terroristes sur le coup qui semble tout contrôler. La présentation entre Gabriel et McClane au téléphone est excellente, vous êtes une montre à remontoir à l'heure du numérique, vous allez perdre, c'est tout simplement parfait. La scène de poursuite hélico contre voiture, puis dans le tunnel, puis la voiture contre l'hélico, c'est juste le sommet du film. Mais à partir de là, on a vu clairement le meilleur, et finalement le film va, selon moi, sombrer peu à peu. McClane et Farrell se rendent compte que le pays est saturé et que personne ne peut sauver la situation sans eux, et c'est là où j'ai commencé à sortir du film. Car à partir de là, je me dis, pourquoi? Dans le 1, McClane doit sauver sa femme, dans le 2 également, et dans le 3, s'il ne fait pas ce qu'on lui demande, des bombes vont exploser, dont une dans une école de la ville. Mais dans le 4, tant que McClane doit faire son boulot, à savoir escorter Farrell et le protéger, tout tient debout. Mais le fait qu'il utilise son prisonnier pour anticiper les actions des terroristes et en faire une affaire personnelle font que je me dis, pourquoi est-ce que tu ne laisses pas faire les autres? Ça ne te concerne pas spécialement, John. Et jusqu'à la scène à la centrale électrique, qui reste plutôt bonne, ça passe encore en fait. Et à partir de là, le film s'éteint, parce que je ne ressens plus jamais cette période pré-apocalyptique avec des gens apeurés dans la rue, cloîtrés chez eux ou dans leur voiture. Car à partir du moment où McClane et Farrell décident d'aller chez le sorcier, un autre spécialiste et ami de Farrell, on ne voit plus jamais personne dans les rues. Nulle part. Un vrai désert. Alors que le plan de McClane en ville, à Washington, debout sur une voiture dans un carrefour bordélique avec des gens qui s'interrogent, ça aurait dû être ça tout du long de ce Die Hard 4. Et la plus grosse déception du film, c'est cette Maison Blanche qui explose pour de faux. Ça aurait été énorme, vous imaginez l'impact? Mais on voit tout de suite que c'est une maquette évidemment, et on voit surtout qu'ils se sont dégonflés et qu'ils n'assumeront jamais cette idée de fin du monde jusqu'au bout. Réveillez-vous! Macron! Destitution! Macron! C'est un tournant dans le film. Vous imaginez le vrai chaos aux États-Unis, plus de Maison Blanche, plus de feu rouge ni de feu vert, plus d'électricité. En fait, c'est extrêmement prometteur dans le film, mais absolument pas assumé car on ne va jamais au bout de cette liquidation, et non pas parce que McClane l'en empêche, c'est le film lui-même qui s'en empêche. Et quand la fille de John McClane, Lucy, excellent personnage au passage, se fait enlever, ça rend encore plus concerné John McClane qui aurait pu décrocher et qui aurait déjà dû décrocher il y a un moment. Mais en fait, c'est à partir de là que je comprends pourquoi McClane va traquer Thomas Gabriel jusqu'au bout, car il tient sa fille. Par contre, ce qui a amené McClane de Washington à la centrale en Virginie, sur sa propre initiative, je le comprends moins.
Car après tout, ça n'est pas un combat personnel, ça n'est pas son combat. Et encore pire, Thomas Gabriel, qui pense avoir tué McClane et Farrell dans la centrale, prépare quand même l'enlèvement de Lucy, ou en tout cas s'organise pour l'enlever. Mais quel est le meilleur moyen, en cas de survie de John McClane, d'énerver quelqu'un que tu n'arrives pourtant pas à maîtriser que d'enlever sa propre fille? Monumentale erreur. Ça condamne littéralement ce con de méchant qui fait tout pour énerver John McClane au lieu de l'apaiser. Quelle est la pire idée au monde, lorsque tu as un John McClane que tu n'arrives pas à contrôler, que de capturer sa propre fille, avec le risque de l'attirer jusqu'à toi alors que tu le redoutes? C'est absolument con. Oh le con! Ça pour être con, il est con. Oh non, t'es con! Donc tout ce qui alimente les motivations de McClane en deuxième partie du film est maladroit. Ça plus le fait que pour la dernière grande séquence d'action, la poursuite en camion pris en chasse par un avion de chasse est d'une part affreusement laide, cartonnée sur une portion de route reconstituée mais entourée par des fonds bleus, Mais c'est ignoble! avec des décors incrustés, des décors absolument flous et granuleux, moches et vides. Et surtout vides, encore une fois, on dirait que définitivement, il n'y a plus personne dans les rues dans ce pays. On dirait qu'on est passé dans la nuit dans le monde d'après, car dans la deuxième partie, il n'y a plus que McClane, Farrell, Thomas Gabriel et Lucy. Le monde autour d'eux n'existe plus et il n'y aura plus jamais de dommages collatéraux possibles, alors que quand Thomas Gabriel ordonne à ses hommes d'ouvrir les deux côtés du tunnel quitte à se faire cracher des innocents, ça a un réel impact. Mais si les innocents disparaissent de la planète pour ne laisser la place qu'à des villes fantômes en mode Terminator Renaissance ou Mad Max Fury Road, il n'y a plus aucun intérêt à voir John McClane déambuler dans ces rues. Sans compter que McClane sur l'avion de chasse, ça va trop loin dans l'action. Car la voiture sur l'hélicoptère, ça passait. Après tout, ils l'ont vraiment fait. Mais après, ça va trop loin et il faut savoir s'arrêter à un moment. Donc, Die Hard 4, pour moi, n'est pas un mauvais film. Ni un excellent film d'ailleurs. C'est une suite qui n'est pas mal, loin du niveau du 1 et du 3, on sera tous d'accord, qui démarre bien mieux qu'il ne finit, car il n'assume jamais la Maison Blanche qui explose, il n'assume jamais les populations qui paniquent et qui pourraient du coup devenir dangereuses, en mode Stade de France à Saint-Denis. Le film s'éteint complètement après avoir allumé le barbecue avec un liquide allume-feu. Ça fait des flammes, mais pas longtemps. Mais il reste à des années-lumière de ce que sera Die Hard 5, le sujet de la vidéo de la prochaine fois. Je vous remercie à nouveau d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, de mettre un petit commentaire pour dire coucou. Coucou, c'est moi. Oh merde. Il y a une cagnotte Tipeee et vous pouvez également participer sur YouTube en cliquant ici. Si vous voulez donner un coup de pouce à la chaîne, je vous en remercie par avance. D'ici la prochaine vidéo, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.